Les Hautes Tatras sont une chaîne de montagnes accidentées mais magnifiques qui attire les alpinistes, les touristes et les explorateurs par sa nature sauvage et ses itinéraires dangereux. Cependant, l'histoire de ces montagnes est jalonnée de pages mystérieuses et de disparitions inexpliquées qui restent encore un mystère pour les sauveteurs et les explorateurs. Ils sont allés dans les montagnes, des voyageurs expérimentés, des familles, des chasseurs et des forestiers qui connaissaient Banna bien le terrain. Ils ont planifié leurs itinéraires habituels. Ils n'ont laissé d'y prendre aucun risque. Ils ont prévenu leurs proches de l'heure de leur retour. Mais à un moment donné, les traces de leur présence ont soudainement disparu, et leur sort est resté inconnu. Où ont-ils disparu? Comment cela a-t-il pu se produire dans des endroits déjà explorés par les équipes de recherche? Pourquoi leur matériel et leurs affaires se sont-ils retrouvés dans des endroits où ils ne pouvaient pas se rendre par leurs propres moyens? Aujourd'hui, nous allons vous raconter quelques-uns des cas les plus étranges de disparition dans les Tatras. Des histoires réalistes et documentées où les mystères se multiplient à Bonomi à chaque trace trouvée. Il ne s'agit pas de légendes, ni de fiction. Il s'agit de personnes réelles qui ont laissé derrière elles des traces étranges et des questions insolubles. Tomáš Kolář était un alpiniste expérimenté, connu dans les petits cercles de Bratislava comme un homme qui privilégiait l'escalade extrême en solitaire. Pourtant, ce jour fatidique du 12 septembre 2001, il a escaladé le Gerlachowski Szczyt au sein d'un groupe de 5 personnes. Ce n'était pas sa première visite dans les Hautes Tatras. Il avait conquis ce massif à de nombreuses reprises, connaissait le terrain, les conditions météorologiques, les itinéraires, et ne pouvait pas disparaître sans laisser de traces. C'est pourtant ce qui s'est passé. L'ascension a commencé à 6h30 du matin à partir de Śląski Dom, un refuge de montagne populaire dans les Tatras. Le groupe a suivi un itinéraire standard à travers la vallée de Velika, en évitant les passages difficiles, car 2 des participants n'avaient aucune expérience sérieuse de l'alpinisme. Malgré un vent fort et une couverture nuageuse, les 5 participants ont atteint le sommet sans encombre à 11h40. Ils n'ont pas passé plus de 15 minutes au sommet, ont pris des photos, se sont restaurés et ont entamé la descente. La descente est lente, la visibilité est réduite à cause du brouillard. Vers 2450 mètres, alors que le groupe atteignait l'arête, Tomáš s'est soudainement arrêté. Il a dit qu'il avait un problème avec ses chaussures. Le mousqueton de ses crampons s'était cassé. Comme la section était techniquement difficile, le groupe a proposé d'attendre, mais Tomáš leur a assuré qu'il pouvait se débrouiller seul. Il leur dit qu'il les rejoindra dans quelques minutes. Le groupe poursuit sa descente. Ils ont parcouru environ 500 mètres de descente, mais ils n'ont toujours pas vu Tomáš. L'un des participants sort alors un sifflet et fait un signal auquel répond le même son. Quelques minutes plus tard, le signal est répété, mais plus sourdement. Puis, c'est le silence. Lorsque Tomáš ne s'est pas présenté au camp situé au pied de la montagne, ses amis ont donné l'alerte. Des sauveteurs du service de montagne des Tatras, des bénévoles et même un hélicoptère de l'armée se sont joints aux de recherche. Pendant 3 semaines, toutes les voies de descente possibles ont été examinées, y compris les endroits où il aurait pu glisser ou tomber accidentellement. Mais aucune trace de Tomáš n'a jamais été retrouvée. Pas de reste de corde, pas d'équipement, pas de vêtements déchirés. Dans ces hautes terres hostiles, son corps aurait dû être retrouvé, mais c'est comme s'il avait disparu. Le seul indice est apparu au 6e jour des recherches. L'un des sauveteurs a remarqué des traces de chaussures teuf fraîches sur une pente raide, mais elles se sont brusquement arrêtées sur une petite corniche. En dessous de la corniche se trouve une falaise de 300 mètres. La logique voudrait que Tomáš soit tombé,
Mais il n'y a rien en bas. Pas de corps, pas de traces d'impact. Autre détail étrange, son sifflet n'a jamais été retrouvé. Même s'il était tombé, le sifflet, la carabine ou une partie de son équipement aurait donc dû rester sur place. Cela fait 3 ans. Officiellement, les recherches ont été arrêtées en novembre 2001, mais les alpinistes qui ont connu Tomáš n'ont jamais renoncé à résoudre le mystère de sa disparition. En juillet 2004, un groupe d'alpinistes slovaques passant par la crête de Lomnický, à plus de 20 km du lieu de sa disparition, est tombé sur un mousqueton d'escalade avec les restes d'une corde. Les initiales de Tomáš y figuraient, et une vérification a confirmé que l'équipement appartenait à Tomáš Kollár. Mais le plus étrange, c'est que la carabine se trouvait à un endroit où il ne pouvait pas se rendre par ses propres moyens. Cette zone est l'un des endroits les plus inaccessibles des Tatras. Pour y parvenir, Tomáš a dû marcher 20 km à travers des glaciers et des crêtes rocheuses, sans équipement, sans nourriture ni eau, et sans laisser de traces en chemin. De plus, la carabine ne donnait pas l'impression d'être restée 3 ans dans des conditions difficiles. La sangle qui y était attachée ne présentait aucun signe de décomposition prolongée, comme si elle n'avait été laissée là que récemment. Depuis la découverte de la carabine de Tomáš Kollár en 2004, les interrogations sur sa disparition n'ont cessé de se multiplier. Officiellement, l'enquête n'a pas permis d'expliquer comment l'équipement a pu se retrouver sur la crête de Lomnický, à plus de 20 km de l'endroit où il a été contacté pour la dernière fois. De plus, si son corps avait été transporté par la neige, une avalanche ou un glacier, pourquoi n'avait-on pas retrouvé un seul morceau de ses vêtements, de son sac à dos ou d'autres pièces d'équipement? Les premières spéculations officielles ont fait état de causes naturelles. Tomáš a pu être désorienté dans le brouillard, perdre son chemin et aller trop loin. Compte tenu de l'énorme différence de température, des vents forts et du manque d'oxygène, il aurait pu mourir d'hypothermie. Cependant, les sauveteurs ont soulevé une autre question. Même si c'était le cas, pourquoi le corps n'a-t-il pas été retrouvé après toutes ces années de recherche? D'autres théories évoquent l'intervention d'un tiers. Au cours de ces années, des braconniers ont parfois été découverts dans les montagnes et des traces de chasse illégales ont été trouvées à plusieurs reprises dans des zones reculées des Tatras. Cependant, l'absence de traces de lutte et la nature de la découverte vont à l'encontre de cette théorie. Si Tomáš avait vraiment été tué, son corps n'aurait pas pu se trouver aussi loin, et même sans trace. L'été 1983 est chaud, et la famille Stanek, Rudolf, 39 ans, Veronika, 36 ans, et leur fille, Lenka, âgée de 7 ans, décident de passer ses vacances dans les Hautes Tatras pour profiter de la nature et faire de courtes randonnées vers les lacs de montagne. Ils ont choisi Markov Siedlo comme point de départ, et la destination finale de la marche devait être l'un des lacs pittoresques, Popradzkie Pleso, très prisé des touristes. Selon les amis de la famille, il s'agissait d'une promenade ordinaire pour les amoureux de la nature. L'itinéraire passait par la vallée de Poprad, était emprunté par des centaines de voyageurs chaque année et était considéré comme relativement sûr. La famille a quitté le grand hôtel Smokovec le matin du 14 juillet 1983, en informant le personnel qu'elle prévoyait de revenir pour le dîner. Ils ont emporté des sacs à dos légers contenant des collations, une réserve d'eau et des vêtements en cas de mauvais temps. Ils ont été vus par d'autres randonneurs le long du chemin. La famille avait l'air joyeuse, marchant à un bon rythme, et la petite Lenka était heureuse de marcher, cueillant de temps en temps des fleurs le long du sentier. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'étrange, à l'exception d'un témoin,
une touriste tchèque âgée, qui s'est souvenu qu'à un moment donné, la famille a ralenti et que le père a commencé à examiner quelque chose en dehors du chemin. Elle n'a pas pu dire ce que c'était exactement. En fin d'après-midi, la famille n'étant pas rentrée à l'hôtel, l'alarme a commencé à retentir. Le personnel a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple retard, mais à minuit, il était clair que quelque chose d'étrange s'était produit. Le matin du 15 juillet, la sonnette d'alarme a été tirée et le service de recherche et de sauvetage des Hautes-Tatras a lancé une opération pour retrouver la famille disparue. Leurs traces se sont interrompues au milieu de la piste. Le 15 juillet à l'aube, le service de recherche et de sauvetage des Hautes-Tatras a commencé à parcourir la route empruntée par la famille Stanek. Au début, les sauveteurs étaient moins convaincus qu'ils les retrouveraient, mais dans les heures qui suivraient. Peut-être avaient-ils simplement perdu leur repère. S'étaient-ils égarés ou s'étaient-ils cachés pour échapper au froid de la nuit? L'opération a couvert les principaux sentiers menant à Popradsky Pleso, ainsi que les quartiers du lac Veliski et du bouclier Gerlachowski, qui étaient relativement proches. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de traces. Les sauveteurs s'attendaient à trouver des traces d'un campement, d'un feu de camp, d'objets laissés sur place, mais ils n'ont rien trouvé. Quelques randonneurs se sont souvenus avoir vu la famille, mais personne n'a pu dire dans quelle direction elle s'était dirigée dans l'après-midi. La dernière observation confirmée de la famille a eu lieu à 13h40 dans la région d'Ostrava, à une altitude de 1980 mètres. Après cela, c'est le néant. Vers la fin du deuxième jour de recherche, les sauveteurs ont commencé à ressentir une réelle inquiétude. Il faisait relativement chaud dans les montagnes, mais la nuit, la température chutait à plus 4 degrés Celsius. Si la famille passait la nuit dans la forêt ou parmi les rochers, elle risquait l'hypothermie. Au troisième jour des recherches, un hélicoptère s'est joint à l'opération. Il a survolé des zones difficiles d'accès, des rochers et des gorges, mais aucune trace n'a été relevée. Le 20 juillet, les sauveteurs ont commencé à douter de la version des touristes perdus. Ils sont alarmés par le fait qu'aucune des affaires de la famille n'a été retrouvée. Même s'ils s'étaient éloignés du sentier, ils auraient dû laisser au moins quelques fragments de vêtements, un sac à dos ou des traces de chaussures. Or, il n'y avait rien. À l'automne 1987, un berger du nom de Joseph Grabar, qui conduisait son bétail dans une vallée près du lac Poprad, découvrit quelque chose d'étrange. Dans l'une des anfractuosités rocheuses, envahies par la mousse et les lichens, il remarque un morceau de tissu coincé entre des rochers. Lorsqu'il l'a ramassé, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un pullover d'enfant, usé, délavé, mais ne présentant aucun signe de décomposition. Joseph a immédiatement informé le poste de secours local. Le pull découvert a été remis à la police, qui l'a comparé à la description des vêtements portés par Lenka Stanek le jour de sa disparition. La correspondance était presque parfaite. Il s'agissait d'un pullover tricoté bleu clair avec un ourson brodé sur la poitrine. Le plus étrange, c'est le lieu de la découverte. La crevasse n'était qu'à 1 kilomètre du principal sentier de randonnée emprunté par la famille, mais elle avait été fouillée plus d'une fois. Les sauveteurs ont affirmé y être allés plusieurs fois au fil des ans. Pourquoi n'ont-ils pas trouvé le sauteur plus tôt? De plus, il ne semblait pas être resté dans la nature pendant 4 ans. Aucune trace de pas n'a été trouvée à proximité. Pas d'ossements, pas d'autres vêtements. Rien ne permettait d'expliquer comment il était arrivé là. La seule théorie envisagée par la police est que le sauteur a été placé là. Mais par qui et pourquoi? Les sauveteurs grimpent dans la crevasse et entament de nouvelles recherches. Ils examinent chaque rocher, regardent dans les grottes, tamisent le sol, mais ne trouvent rien d'autre. Ni Rudolf, ni Véronica, ni Lenka. La famille a disparu comme il y a 4 ans. Le seul indice était un sauteur qui s'était retrouvé là
où il n'aurait pas dû être. Cet incident est rapidement devenu une rumeur. Certains ont dit que la famille Stanek avait été entraînée dans la forêt par une force inconnue. D'autres ont dit qu'il y avait des tunnels souterrains, cachés dans les Tatras, où ils auraient bien pu se perdre. Mais même après des décennies, leur disparition reste l'un des mystères les plus étranges des montagnes slovaques. Les Belianské Tatras sont une chaîne de montagnes petites mais pittoresques du nord-est de la Slovaquie, connue pour ses crêtes calcaires, ses grottes éparses et ses changements météorologiques soudains. Les forestiers locaux et les sauveteurs en montagne ont répété à maintes reprises qu'il était facile de se perdre dans ces lieux. Des brouillards épais, des ravins profonds et des précipices rocheux rendent toute promenade potentiellement dangereuse. Piotr Lanik, forestier depuis 1974, est un expert chevronné des sentiers locaux. Son travail consistait à surveiller l'état de la forêt, à détecter les coupes illégales et les braconniers. Il connaissait les Tatras de Białęki comme sa poche, ce qui rend sa disparition en 1981 encore plus étrange. Le 10 octobre 1981, Lanik est parti à cheval tôt le matin. Ce jour-là, il doit inspecter des parties de la forêt dans la zone de la piste située sous le massif de Jarnów. Il prévoyait de rentrer le soir, mais il n'est pas rentré. Ses collègues n'ont pas immédiatement tiré la sonnette d'alarme, suggérant qu'il avait peut-être passé la nuit dans l'une des vieilles cabanes de la forêt. Le lendemain matin, les gardes forestiers sont partis à sa recherche. Ils trouvent assez rapidement le cheval, attaché à l'un des vieux chênes au début du sentier. Apparemment, Lanik l'avait laissé là, avec l'intention de continuer à pied. Mais il est introuvable. En examinant les ravins et les gorges des environs, les forestiers n'ont trouvé aucune trace de lutte ou d'accident. Il n'y a aucune trace d'éboulement, d'arbres tombés ou d'attaque d'un animal sauvage. C'est comme s'il avait tout simplement disparu. Dans les jours qui ont suivi, les recherches ont commencé à grande échelle. Les sauveteurs ont passé au peigne fin les sentiers, les gorges et les forêts dans un rayon de 10 km. Des chiens ont été utilisés, mais ils n'ont pas réussi à retrouver la trace de l'homme, comme s'il avait tout simplement disparu. Des hélicoptères ont survolé les zones dangereuses, mais aucun vêtement, aucun sac à dos, aucune trace de Lanik n'ont été retrouvées. Plusieurs théories ont été envisagées. L'une d'entre elles est celle d'un accident. Dans ce cas, son corps aurait certainement été retrouvé, car tous les précipices et toutes les falaises possibles avaient été examinés avec soin. La deuxième théorie était qu'il avait été attaqué par un animal sauvage. Mais cela n'explique pas non plus l'absence de traces de sang et de vêtements. Après quelques semaines, les recherches sont interrompues. Lanik est officiellement déclaré disparu. 9 ans plus tard, en 1990, un groupe de spéléologues explore une grotte difficile d'accès dans les Tatras de Białęki, près de la frontière polonaise. Dans l'une des anfractuosités de la grotte, ils sont tombés sur un vieux canif coincé entre les rochers. Cette découverte a relancé l'intérêt pour la disparition du forestier. La grotte se trouve à 15 km de l'endroit où son cheval a été retrouvé. Comment a-t-il pu se retrouver là? De plus, le chemin menant à cette grotte était difficile. Il passait par des pentes abruptes et des zones rocheuses qui nécessitaient un équipement d'alpinisme. Même un alpiniste expérimenté aurait eu du mal à y accéder sans un équipement spécial. Après la découverte du couteau, de nombreuses théories ont vu le jour. L'une d'entre elles suggère que Lanik a été kidnappé. Mais par qui et pourquoi? Il n'avait pas d'ennemis et n'était pas impliqué dans des activités susceptibles d'attirer des éléments criminels. On ne sait pas non plus pourquoi son objet a été retrouvé dans une grotte, un endroit où il n'est probablement jamais entré. Une autre hypothèse suggère qu'il s'est égaré, mais alors,
pourquoi son corps n'a-t-il été retrouvé dans aucune des zones de recherche possibles? Par ailleurs, les forestiers expérimentés perdent rarement leurs repères en terrain connu. Certains habitants ont avancé des hypothèses plus mystiques. Dans les Tatras de Białęki, il existe des légendes sur les zones de silence, des endroits où les lois habituelles de la nature sont enfreintes. Dans ces zones, les gens sont censés perdre leurs repères et disparaissent parfois sans laisser de traces. Lanish aurait-il été victime d'un tel phénomène? D'autres ont attiré l'attention sur des histoires de lumières étranges que l'on peut parfois apercevoir dans les montagnes. La nuit de sa disparition, plusieurs habitants de la région auraient vu des éclairs bleutés et vacillant près de son itinéraire. Une coïncidence? Aucune enquête officielle n'a été menée après la découverte du couteau. Les enquêteurs n'avaient aucune raison de penser qu'un crime avait été commis. Le fait de la découverte a été expliqué simplement. Le couteau a peut-être été perdu par quelqu'un d'autre, bien que les initiales sur le manche désignent clairement Lanish. En 1993, Petr Lanish a été officiellement reconnu comme mort. Sa famille n'a jamais reçu de réponse à ces questions. L'histoire de sa disparition est restée l'une des plus mystérieuses des Tatras de Białęki. Les spéléologues qui ont trouvé le couteau ont déclaré par la suite que la grotte où il a été trouvé leur avait donné des sensations de malaise depuis lors. Certains ont affirmé avoir entendu des sons étranges la nuit suivant la découverte, ressemblant à des bruitaillis de pas à l'intérieur des tunnels. Mais aucune explication n'a jamais été trouvée. La légende du forestier disparu dans les Tatras de Białęki est toujours véhiculée par les habitants de la région. Les années et les décennies passent, mais les réponses à ces mystères n'apparaissent jamais. Les Hautes Tatras restent un endroit où un homme peut disparaître sans laisser de traces, où les équipes de recherche parcourent la région pendant des mois, sans trouver le moindre indice. Chaque nouveau cas ajoute un nouveau nom à la liste des personnes disparues, un nouveau mystère non résolu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un like, d'écrire votre opinion dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires. À bientôt, rendez-vous dans les prochains épisodes.